Inauguration du bureau de la Société ivoirienne de contrôle technique et industriel SITCA à Abidjan Plateau. Les images tout de suite dans cette édition. Et puis, 5e édition du Forum économique ivoiro-portugais. Les chefs d'entreprise ivoiriens et portugaises échangent sur les opportunités d'affaires. Toujours en optique de coopération, les maires ivoiriens et portugais, celle des partenariats et des jumellages, les détails tout de suite. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4 Africa. Nous parlons de transport à l'entame de cette édition. La Société ivoirienne de contrôle technique et industriel SITCA a procédé à l'inauguration de son bureau dans la commune du Plateau. Une implantation qui s'inscrit dans le programme d'extension de son bureau sur l'étendue du territoire ivoirien. Une extension qui vient permettre aux automobilistes de circuler plus aisément en gagnant du temps. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Lignon Gilbert. C'est une station complète, nouvelle génération, totalement informatisée avec 2 lignes pour véhicules légers. Installée dans la commune du Plateau à quelques encablures de la Citaraï, la dernière station de visite technique de la Société ivoirienne de contrôle technique et industriel SICTA a été inaugurée ce jeudi à Abidjan. Elle vient porter à 25 le nombre total des stations permanentes de visite technique sur l'étendue du territoire ivoirien. C'est une station pilote, station satellite, où on va faire tous les services de la SICTA, y compris bien entendu le rendez-vous et un service de conciergerie pour être plus efficace et plus proche de nos clients qui pourront bénéficier de ce service-là et avoir un contrôle technique en ordre et en heure. Pour Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, l'infrastructure permettra aux transporteurs de se conformer aux prescriptions légales en vigueur, lesquelles prescriptions exigent le contrôle technique aux engins de transport afin d'éviter les accidents dus au dysfonctionnement des véhicules. La question de la sécurité routière est une question extrêmement importante pour tout le monde, mais particulièrement pour les opérateurs du secteur du transport routier. Parce que c'est un secteur où le transport des vies humaines est la matière première. À partir de ce moment-là, la préservation des services humains, la préservation du matériel roulant, la préservation des infrastructures devient donc une priorité pour tous. En Côte d'Ivoire, les accidents de circulation en 2018 ont fait 1 millier de morts, dont 68,9% composés d'enfants, de piétons, de cyclistes et de motocyclistes. Ce sont des accidents engendrés parfois par des défaillances techniques en corrélation avec la vétusté des véhicules. Une situation déplorée par Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, qui a appelé les usagers de route à sauver des vies en faisant leur visite technique. Je voudrais aussi vous remercier, vous féliciter pour l'important travail de sensibilisation que vous faites auprès donc des entreprises de transport, auprès donc des chauffeurs, conducteurs de véhicules de transport. Vous demandez de poursuivre ces efforts de sensibilisation. Il faut que nous fassions tout pour que le nombre d'accidents baisse en Côte d'Ivoire et ces accidents soient de moins en moins graves. Sur les responsables de la CICTA, de la AGS, parce que vous êtes en train de faire, vous contribuez donc à sauver des vies humaines. L'implantation de la nouvelle station de visite technique de la SICTA au Plateau s'inscrit dans le programme d'extension de bureaux sur l'étendue du territoire ivoirien. Aussi, permettra-t-elle aux automobilistes du district d'Abidjan de réaliser un gain de temps et d'éviter les longs rangs d'attente. En marge de sa visite d'état de 48 heures sur les territoires ivoiriens, le président portugais, son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, a été reçu jeudi 13 juin 2019 par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à l'occasion du Forum économique ivoiro-portugais. Face à des chefs d'entreprise ivoiriennes qui ont effectué nombreux le déplacement pour la circonstance, le président portugais a exprimé sa volonté de voir se raffermir les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Portugal. Le reportage de Marius Siri, commentaire Corona Sikongo. Ce forum d'affaires va renforcer l'axe Lisbonne-Abidjan
face aux chefs d'entreprise ivoiriennes membres de la CEGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, son Excellence Marcelo Rebelo de Souza avait à ses côtés son Excellence Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Marcelo Rebelo de Souza a littéralement lancé un défi aux chefs d'entreprise ivoiriennes et portugaises, car il y a beaucoup à faire dans le cadre de la mutualisation des efforts. La Côte d'Ivoire est le 55e client du Portugal et son 75e fournisseur. Il s'agit de relever le défi des échanges commerciaux entre les deux pays. Le président du Portugal a exhorté les hommes d'affaires ivoiriens à investir dans son pays qui, selon lui, a développé une offre de services dans bien des domaines économiques, technologie, secteur industriel, notamment celui de l'automobile et le tourisme. Marcelo Rebelo de Souza s'est par ailleurs réjoui de l'intérêt accordé à la Côte d'Ivoire par les entreprises portugaises qui, ces 4 dernières années, au nombre de 215, ont dopé les échanges commerciaux en exportant de nombreux biens vers la Côte d'Ivoire. Au-delà des gouvernements, au-delà des chefs d'État, il y a toute une société civile qui bouge. Il y a les chefs d'entreprise. Il y a les investisseurs, les uns et les autres, qui découvrent des opportunités. Et le résultat est positif. Chez vous et chez nous. Et ça nous a permis de faire un effort de convergence. Vous allez souvent chez nous, maintenant, et vous découvrez des opportunités au Portugal, d'investissement. Il faut investir plus au Portugal. Nous, on découvre des opportunités ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'investir plus. Quant au vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, il a invité les entreprises portugaises à s'intéresser davantage à la Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a rappelé que le pays a opéré de nombreuses réformes pour assainir l'environnement des affaires et décliner une politique publique visant à inciter les capitaux étrangers. Des témoignages et partages d'expériences d'entreprises portugaises sur l'attractivité de l'environnement des affaires, la profitabilité des investissements dans notre pays sont été livrés, nous a-t-on dit, dans le cadre donc de ce forum. Le président de la CEGC, Jean-Marie Aka, a lui dit tout l'espoir placé par les chefs d'entreprise ivoiriennes dans la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Il souhaite voir des entreprises à capitaux mixtes se mettre en place. Nous pensons donc qu'il est possible de travailler à un développement, à un renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Nous pensons qu'il est possible de contribuer à l'émergence de co-entreprises ivoiro-portugaises, donc créant des partenariats entre les investisseurs portugais et des investisseurs ivoiriens. Les secteurs d'activité qui donc suscitent le plus d'intérêt, en premier lieu, on peut citer le secteur des nouvelles technologies, le secteur de l'éducation, le secteur du tourisme, qui ont été vraiment au centre des échanges de ce jour. Toujours au cours de cette 5e édition du Forum économique ivoiro-portugais, Érico Dias, secrétaire d'État à l'internationalisation du Portugal, a annoncé la réouverture de l'ambassade du Portugal au cours de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Pour rappel, dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara à Lisbonne pour le renforcement de la coopération ivoiro-portugaise, 5 accords avaient été signés le 12 septembre 2017. Ils ont porté sur la coopération culturelle, la coopération technique en matière de pêche maritime et d'aquaculture, la salubrité de la ville d'Abidjan et la coopération scientifique entre l'université Alassane Ouattara de Bouaké et l'université Minho de la ville de Braga.
Toujours dans le sens de la coopération, les élus portugais et ivoiriens ne sont pas restés en marge de la mouvance de la visite du chef d'État portugais en Côte d'Ivoire, son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa. Certains maires des deux pays ont signé ce jeudi des partenariats et des jumelages. C'était au district d'Abidjan à l'occasion de la rencontre avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le reportage de Marius Seri et on reste avec Corona Sekongo pour le commentaire. Le siège du district autonome d'Abidjan a servi de cadre à la rencontre entre l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, et ses maires portugais. Signature de partenariat et jumelage des communes ont été conclus, notamment entre la mairie de Gondamar au Portugal et celle de Dimbokro en Côte d'Ivoire, également entre Albert, Garia, Avela et Bodokro. Ça représente beaucoup pour nous. Bodokro est une petite commune en voie de développement. Et aujourd'hui, vous savez, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, avec nos partenaires extérieurs, je pense que notre économie va être un peu boostée. Nous voulons, à travers ce partenariat, rapprocher nos peuples, rapprocher la population de Gondomar et avec celle de Dimbokro. Nous savons que Dimbokro en a besoin pour son développement. Nous savons que Dimbokro en a besoin pour avoir plus d'infrastructures. Cette délégation a pris 8 mairies en ce moment. Mais les relations du Portugal avec la Côte d'Ivoire viennent depuis longtemps. La coopération entre les pays ne peut se traduire dans la réalité que s'il y a un ancrage dans la collectivité et dans la coopération décentralisée. En marge de la visite du président portugais en Côte d'Ivoire, les communes du Portugal et de Côte d'Ivoire ont voulu sceller des liens forts à travers des contrats de partenariat et de jumelage pour donner vie à cette coopération que nous souhaitons réciproquement fructueuse. D'autres accords de partenariat et de jumelage sont en cours, notamment entre les mairies de Penafiel et Fakobli, Amarante et Niablé et Kanyaso ou encore Paredes et Makori. Une page d'assainissement à présent dans ce journal. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, veut améliorer le cadre de vie des populations, notamment celles vivant dans le district d'Abidjan. Pour ce faire, une table ronde des bailleurs de fonds en vue du financement du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan s'est tenue à la primature au plateau. Cette opération a permis de recueillir plusieurs milliards de francs CFA et de parfaire le plan directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Le reportage de Franco Kwasi, Richard Akeke, commentaire Mondésir Nascimento. Le district d'Abidjan connaît de nombreux problèmes d'assainissement et de drainage avec leur corollaire de dégâts matériels, de pertes en vies humaines et de dégradation de l'environnement. Pour y faire face, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, a mis en œuvre le schéma directeur d'assainissement et drainage du district d'Abidjan. Cette table ronde, organisée à la primature au plateau, à l'intention des bailleurs de fonds, a permis de recueillir 738 milliards de francs CFA en vue du financement de la première phase du dit projet qui s'étend sur la période de 2020 à 2030. Ces promesses de financement vont au-delà des attentes de l'État. Toute chose qui a fait plaisir à la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité qui a rassuré quant à la réalisation et l'entretien des infrastructures. Mettre en place un mécanisme de suivi des engagements et des flux financiers orientés vers l'assainissement et le drainage en cohérence avec le dispositif de notre programme de développement. Mesdames et messieurs, chers invités, l'émergence de la Côte d'Ivoire, pour laquelle vous êtes déjà fortement mobilisés, passe aussi et nécessairement par l'amélioration du cadre de vie et le bien-être des populations. Étape décisive pour Abidjan après le cas des déchets solides. Le projet devra mettre l'accent sur les mesures d'accompagnement. Par ailleurs, les bailleurs de fonds ont conditionné leur accompagnement par la pérennité et la mise en place d'un cadre institutionnel des investissements, sans oublier la prise en compte du changement climatique. Je parle pour la Banque mondiale et je peux vous dire que nous sommes déjà en action. On a déjà un projet de l'eau urbain qui va à notre conseil d'administration
ce mois. Et il y a un composant disons, pour gérer les eaux usées. Mais là, aujourd'hui, j'ai annoncé 175 milliards de dollars pour l'assainissement pour la Côte d'Ivoire. Et ce projet est déjà en préparation. Mon collègue qui est là avec moi, M. Maïn Diop, il est déjà sur le projet avec son équipe. Et ce projet sera approuvé par notre conseil d'administration vers début juillet 2020. C'est-à-dire dans les prochains 12 mois, on va mettre sur la table en Côte d'Ivoire 300 millions de dollars, 175 milliards pour ces initiatives sur l'assainissement. Cette opération fait suite à une étude d'actualisation du schéma directeur menée de 2015 à 2018 par un cabinet international. Il convient de rappeler que le premier plan directeur d'assainissement de drainage de la ville d'Abidjan a été réalisé en 1973. Il a été actualisé en 1981. Depuis cette date, et malgré une pression croissante, le plan n'avait pas été jusque-là mis à jour. Le Centre international de management et d'expertise financière, en abrégé CIMEF, a organisé un atelier de formation à l'intention des cadres de l'administration publique. La formation a porté sur le partenariat public-privé depuis la conception jusqu'au suivi des projets. Les détails de cet élément avec Canon Fulgence, Tima Traoré et Nadia Eonouns. Le Centre international de management et d'expertise financière, CIMEF, renforce les capacités des cadres de l'administration publique. Ils seront désormais outillés à comprendre l'intérêt des partenariats publics-privés, à choisir le modèle adapté au PPP, à planifier, concevoir et gérer les partenariats publics-privés, à choisir le meilleur partenaire en toute transparence. Ce sont entre autres les objectifs de l'atelier de renforcement des capacités initié par le CIMEF. On se rend compte que de plus en plus les gens parlent de partenariat public-privé, donc on a estimé qu'il fallait donner l'occasion à nos cadres de s'imprégner, parce que du jour au lendemain, ils peuvent être invités à prendre part à un tel projet, mais il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. Les PPP ne sont plus, leur importance n'est plus à démontrer. On le voit chaque jour, tout ce qui se fait maintenant, les grands travaux se font par PPP, donc c'est important. Cette formation, ça nous permettra d'être édifiés sur le distinguo, disons, entre le marché public et puis le partenariat public-privé. Au cours de cette séance de formation, Valentin Yao, directeur général du CIMEF International, a relevé les insuffisances managériales constatées au niveau de l'administration publique, d'où l'importance de cette formation. Je crois que le séminaire est bienvenu parce qu'aujourd'hui, tous les pouvoirs publics se tournent vers ce mode de financement qu'est le PPP. Mais il faut que les acteurs impliqués dans ce processus maîtrisent les tenants et les aboutissants. Donc comment monter un projet PPP? C'est quoi un PPP? Comment choisir son partenaire? Quel montage il faut pour quel type de projet? Voilà, et comment piloter de bout en bout, faire le suivi pour éviter que la personne publique soit lésée dans la rédaction des contrats, le suivi du projet. Parce que le suivi se fait sur la base du contrat. Et donc dès que vous ratez tout ce qui est en amont, vous vous tirez une balle dans le pied et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Pendant 3 jours, les apprenants verront leurs capacités renforcées sur les concepts et places des partenariats publics-privés dans l'investissement public, les identifier et les sélectionner, le financement et la gestion des risques en partenariat public-privé et enfin la passation et gestion d'un contrat PPP afin de réussir le contrôle et suivi, les critiques sur les partenariats publics-privés. Et après Abidjan, rendons-nous à Sassandra pour parler de développement. La région du Boclé s'est dotée d'un schéma régional d'aménagement du territoire, du plan stratégique de développement PSD, un plan qui compte mobiliser 54 milliards de francs CFA pour le développement de la région. Après la mise en place de ces outils de planification, de mobilisation, des ressources et chantiers n'ont pas tardé à sortir de terre. Des actions saluées par les populations de Sassandra qui l'ont fait savoir le week-end dernier lors de la journée de reconnaissance dédiée à Yamoua Camille, directeur général du conseil régional du Boclé. Commentaire Nadia Eunouns. En célébrant ce week-end, le préfet Yamoua Camille, directeur général du conseil régional du Boclé, affecté à d'autres fonctions, les populations de Sassandra ont voulu traduire leur reconnaissance à tous les acteurs qui ont contribué à sortir leur région de son enclavement.
Aux côtés de Légré Philippe, président du conseil régional du Béclé, le préfet Yamoua Camille a été l'un des acteurs de la mise en place des outils de développement de la région. Ici, l'on se souvient de la mise en place du schéma régional d'aménagement du territoire et du plan stratégique de développement, un plan pour lequel 54 milliards de francs CFA sont à mobiliser. Objectif, rendre la région attractive, solidaire, faire d'elle une puissance agro-industrielle basée sur sa biodiversité grâce à ses atouts économiques, culturels et touristiques. Nos préfets, Yamoua, d'abord les préfets, et le directeur général qui va chez un frère. Il y a de très bons souvenirs à son enfance. C'est un patron exemplaire avec lui j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En tout cas pour lui, le travail est la priorité. La reconnaissance de cet acteur du développement qu'est le préfet Yamoua Camille a été l'occasion de révisiter les acquis. Il s'agit entre autres des travaux d'aménagement du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra d'un coût de plus de 15 milliards de francs CFA grâce à la coopération entre les gouvernements ivoiriens et japonais. La réalisation de ces infrastructures, notamment l'aménagement du débarcadère et la construction du marché central de Sassandra, contribueront à l'amélioration des performances de la filière pêche dont la production nationale connaît un déficit estimé à 300 000 tonnes. Rendons-nous à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La ville balnéaire a vu l'investiture du chef de la communauté ethnique Oué, son nom Gbemi René. Mission lui a été confiée d'œuvrer au rassemblement de la population et de travailler à la paix et à la cohésion sociale dans la localité. Depuis le samedi 8 juin, à la place Ado de San Pedro, le commandement de la chefferie des ressortissants Oué des régions du Cavali et du Guémont a changé de main. La communauté Oué a désormais un nouveau chef central en la personne de Gbemi René. Il a été intronisé dans la pure tradition en présence des autorités administratives et coutumières de la ville de San Pedro. Natif de Tout-le-Pleu et âgé de 97 ans, le doyen Gbemi René est marié et père de 17 enfants, dont 5 filles. Invitée spéciale et marraine de cette cérémonie, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a invité ses parents au vivre ensemble et à savoir garder raison en toutes choses. De prier pour qu'il soit un bon chef, un chef qui rassemble, un chef juste, un chef au service de sa communauté qui travaille pour la paix et pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce message de paix que nous avons recommandé au chef afin qu'il travaille à consolider la paix dans notre pays. Les Oué sont des populations vivant dans les régions du Cavalier et du Guémont. Nous avons rappelé également combien nos deux régions ont souffert pendant les différentes crises que notre pays a connues. Et ensemble, avec ces populations, nous sommes d'accord pour dire que nous ne voulons plus de pleurs, de tristesse. Nous ne voulons plus de situations dramatiques dans notre région. Même son de cloche pour le maire de San Pedro, Félix Anoblé, qui à son tour a invité ses administrés à suivre le chemin du développement. Et faire en sorte qu'ils puissent parler d'une seule voix. Que tous puissent être unis autour du chef central. Le doyen Gbemi René, chef central Oué de San Pedro, a vu le soutien de ses homologues de la ville. Sa Majesté Guidi V et Naïgoué Patrice, tous deux chefs de canton et membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé Abel Kwao, commenté par Hervé Blagnon. Et puis à Mbayakro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, le département fait partie de l'ancienne boucle de cacao qui aujourd'hui est connue pour ses nombreux projets agricoles qui connaissent un certain succès grâce à la maîtrise de l'eau et du fleuve Unzi qui traverse toute la région. Le fleuve Unzi est certes un allié mais peut-être un ennemi du développement de cette localité. C'est le cas des 24 villages enclavés du canton de Sodomamla. Retour sur les difficultés du canton de Sodomamla avec notre correspondant dans la région, Théodore Kanga. Le fleuve Nzi est un cours d'eau de Côte d'Ivoire qui prend sa source à l'est de Ferkessédougou dans le district des Savanes. Il coule vers le sud et se jette en rive
gauche du Badaman, quelques kilomètres au nord de Tiasalé, après un parcours d'environ 725 km. Ici, dans le département de Mbayakro, dans le centre-est du pays, à côté des relations quelquefois magico-religieuses que les populations entretiennent avec le fleuve Nzi, il est un allié sûr pour les activités économiques, la pêche et le développement de l'agriculture en milieu rural dans le cadre des nombreux projets boostés par la maîtrise de l'eau. Mais ici, les populations savent que le Nzi sait également se montrer un ennemi si l'on y prend garde. Les noyades y sont récurrentes et le fleuve sort de son lit en saison de pluie, coupant toute la région de Bouaké, la capitale du centre. Le Nzi est un atout, mais aussi un désavantage. Il faut se rendre dans le canton Sono-Mamla pour s'en rendre compte. Le canton regroupe 24 villages et pour y avoir accès, il faut parcourir 84 km en contournant le fleuve Nzi, contre seulement 14 si un pont était construit sur le fleuve. Depuis, dans tout le canton, les populations n'ont qu'un seul rêve, un pont sur le Nzi. Elles l'ont réitéré lors de la rencontre d'Asuekro où les fils et filles du canton se sont réunis pour réfléchir au développement de leur canton. Asuekro est à 14 km sur piste de Mayakro et à 85 km par la grande voie. Et on a des problèmes ici. La population a des problèmes. Lorsque le fleuve Nzi est accru, il n'y a pas de passage pour aller. Il faut parcourir 85 km avant d'atteindre Mayakro par Rakro. Nous demandons aux autorités compétentes, au conseil régional, au président de la République, de nous venir en aide. Il y a 25 villages aux alentours d'Asuekro ici. Vraiment, nous avons des mille difficultés. Nous sommes emprisonnés. À chaque fois qu'il y a des accouchements, pour une distance de 14 km, nous parcourons une distance de 85 km. Nous perdons même des femmes ici. Des enfants, des mères même, elles perdent la vie pour des accouchements. Ce n'est pas facile pour nous. Vraiment, nous demandons de l'aide. Et comme vous le constatez, vraiment c'est la triste nouvelle. Nous venons chaque matin et nous retournons les soirs par pirogue. La voie, vous voyez dans quelles conditions. Et nous risquons notre vie. Mais on va faire comment? C'est la vie et c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est un village de la Côte d'Ivoire aussi. Donc nous sommes obligés de faire. À défaut d'un pont sur le fleuve Nzi, certains souhaitent un bac, comme celui de Serebou Bassawa, qui a participé au désenclavement des localités situées du côté du centre et celles de l'est jusqu'à la construction par l'État de Côte d'Ivoire d'un pont sur le fleuve. Pour les habitants du canton Sono-Mamla, le pont ne servira pas que pour leur canton, mais aux populations Guimini et Sénoufo. Et voilà qui met donc fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Business N4 Africa et à très bientôt.